Le 7-9. Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la présidente de la région Île-de-France, présidente du Mouvement Libre. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avancé de 15 jours les vacances scolaires et les prolonger jusqu'à la fin du mois d'avril. Vous aviez été la première à le demander, c'était il y a 8 jours. Vous avez été entendue hier par le président de la République. Avez-vous été satisfaite par les mesures annoncées ? C'était une réponse nécessaire, mais qui aurait mérité un préavis pour les familles, parce que je crois que les familles se sont retrouvées au pied du mur avec seulement 2 jours pour réorganiser complètement leur plan. C'est vrai qu'il y a une semaine déjà, j'avais alerté le président de la République, le Premier ministre, sur une situation scolaire hors contrôle. Hors contrôle en Île-de-France singulièrement, puisque c'est ma région, c'est mon thermomètre. Et donc j'avais vu que les classes fermées étaient passées de 100 à 800 dans les lycées en une semaine. Donc, et puis les maires m'alertaient sur les maternelles, sur les primaires, sur les collèges. Donc effectivement, j'avais un thermomètre qui était le thermomètre du terrain. Et c'est pas de gaieté de cœur que j'avais fait cette proposition, mais ça me semblait la seule de nature à vraiment freiner l'épidémie. Donc vous dites ça va dans le bon sens, mais ils auraient peut-être dû l'annoncer il y a quelques jours, comme ça les familles auraient pu mieux s'organiser. C'est ça, oui, ce que vous dites malheureusement, depuis le retour des vacances de février, il y a eu une forme de valse-hésitation du gouvernement sur comment freiner ce qui était inéluctable, c'est-à-dire la remontée de la pandémie. Nous l'avions vu. Je travaille avec des épidémiologistes qui sont franciliens, qui me donnent vraiment les prédictions en fonction des contaminations. Donc on savait que la vague allait remonter et il y a eu vraiment un temps d'hésitation qui a d'ailleurs joué beaucoup avec les nerfs des Français parce que les Français ne savaient plus très bien confiner, pas confiner. Il y a eu vraiment un peu de brouillard ces dernières semaines. Pourtant, Emmanuel Macron a défendu sa stratégie. Il a dit chaque jour passé sans confiner, sans reconfiner était une journée gagnée. Il a dit je prends les décisions au bon moment. Vous pensez qu'elles arrivent trop tard, comme les médecins ? Ce que je crois, c'est que le président de la République a eu raison de ne pas reconfiner en janvier. Mais en revanche, je pense que depuis la rentrée des vacances de février, on a eu un temps de retard par rapport à ce qui était prévisible, c'est-à-dire l'arrivée de cette 3e vague. Maintenant, je souhaite, moi aussi, qu'on fasse tout pour préserver l'activité économique. Parce qu'à côté des nécessités de santé publique qui sont évidemment impérieuse, il y a aussi des nécessités économiques et sociales et on voit une montée de la pauvreté dans un certain nombre de régions qui est très inquiétante. On va en parler, mais sur le télétravail, vous regrettiez il y a quelques jours que le télétravail ne soit pas assez respecté. Hier, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait le rendre systématique. Dominique Seux nous expliquait que la fermeture des écoles, c'était aussi pour forcer les gens qui continuent à aller au travail de rester à la maison parce qu'ils sont obligés de fait, ayant les enfants dans les pattes, comme il a dit. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? Est-ce qu'il faut responsabiliser les Français en leur disant il faut rester chez vous ? Qu'est-ce que vous dites ce matin ? Comme vous, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase de la pandémie. C'est quand même la dernière ligne droite, on le voit bien, la vaccination progresse. Donc c'est la dernière ligne droite, c'est l'étape de la responsabilisation. La responsabilisation individuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on demande aux Français de télétravailler, il faut le faire. Quand ils vont devoir aussi s'auto-tester et j'ai une demande à faire au gouvernement. Alors c'est quoi ? J'ai une demande à faire au gouvernement. Je pense que les autotests doivent être mis en vente libre en pharmacie pour tous les Français et pas réservés à telle ou telle catégorie. Aujourd'hui, on nous parle de réserver les autotests aux lycéens et aux étudiants. En tant que mère de famille, je vais vous dire, c'est les dernières catégories à qui il faut proposer des autotests. Il faut proposer des autotests aux familles, de façon à ce que les parents, quand il y a un enfant malade ou suspecté d'être malade, puissent s'autotester. On transmettra à Olivier Véran. Il faut vraiment une phase de responsabilisation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester les jeunes. Il faut tester les jeunes dans les universités, dans les lycées, mais il faut leur apporter les tests. La stratégie de vaccination a été précisée hier par Emmanuel Macron, mi-avril pour les plus de 60 ans, mi-mai pour les plus de 50 ans, mi-juin pour tout le monde, avec l'espérance de rouvrir les terrasses, les lieux culturels à la mi-mai. Est-ce que ce calendrier vous semble tenable ? Je ne demande qu'à y croire. Je pense qu'il est tenable parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est une réponse positive, là encore, à une demande que j'avais formulée, un cri que j'avais poussé, qui était de changer les ordres de priorité de la vaccination, non pas de distribuer les vaccins en proportion du nombre de personnes de plus de 75 ans dans une région ou dans un département, mais de distribuer les vaccins en fonction
du risque pandémique dans chaque territoire. Ça a été fait. Voilà. En fonction des hospitalisations, on a accéléré la vaccination. Et on le voit. Et ça se ressent dans l'Île-de-France, qui est la région la plus touchée aujourd'hui. On voit une vraie accélération. Maintenant, il faut que cette accélération se poursuive. Il faut que le rythme s'accélère. Est-ce qu'elle doit être ciblée, notamment pour les enseignants ? Il faut mettre le turbo sur la vaccination. Sur les enseignants. Hier, il a dit qu'il y aura une stratégie spécifique pour les enseignants et les autres métiers qui sont exposés. Est-ce que vous demandez ce matin que les enseignants soient vaccinés très vite pour que, quand début mai, ils vont retourner à l'école, ils soient quasiment tous vaccinés, ou c'est pas jouable ça ? Absolument, mais pas seulement les enseignants. Les enseignants doivent être vaccinés en priorité pour le retour de vacances, pour justement permettre ce retour sereinement. C'est-à-dire, vous demandez qu'au 2 mai, tous les enseignants soient vaccinés ou non ? Je demande que les enseignants soient prioritaires dans la vaccination, mais pas seulement les enseignants, aussi les personnels des communes, les personnels des départements, les personnels des régions qui sont en première ligne dans les cantines, dans l'accueil. Parce qu'il y a aujourd'hui, vous savez, dans les classes, par exemple, de primaire, il y a plus d'agents communaux que d'enseignants. Donc il faut que tous ceux qui sont dans les métiers du lien, du soin, puissent avoir accès au vaccin. Et ça vaut aussi, hier, c'était la journée de l'autisme, j'étais dans une association qui reçoit des enfants autistes. C'est la même chose. Il faut essayer de ne pas catégoriser les gens. C'est toutes les personnes qui travaillent dans le soin aux autres qui doivent pouvoir être vaccinées. Vous parliez des cantines. Près d'un mois sans école et près d'un mois sans cantine, c'est pas la même chose si on est dans une famille aisée ou si on est dans une famille défavorisée. La région a-t-elle prévu d'aider les familles défavorisées ? Alors c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Lorsqu'il y a eu un arrêt, un confinement, nous avons donné un chèque de 100 € pour les familles en compensation, les familles les plus défavorisées, en compensation des repas de cantine qui n'avaient pas pu être pris. Et tout à fait, c'est quelque chose que nous allons Est-ce que vous allez le refaire, le chèque de 100 €? Écoutez, vous allez plus vite que moi encore dans la prise de décision, Madame Salamé. C'est maintenant, c'est la semaine prochaine. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je vais en parler aux gestionnaires des lycées. C'est tout à fait une mesure que la région peut prendre, comme elle l'a fait en 2020. Un chèque de 100 €, je retiens donc. C'est une mesure qui va coûter de l'argent. Comment faire, puisque les finances de votre région sont exsangues? Vous avez perdu 15 milliards de recettes l'année dernière. Comment vous allez faire pour trouver de l'argent? Ah non, pardon, Madame Salamé, les finances de la région ne sont pas du tout exsangues. Nous avons très très bien géré, j'allais dire, la période d'avant Covid. Donc la région est en train de mettre 7 milliards d'euros sur la table pour faire le plus grand, le plus ambitieux plan de relance de France, parce que nous sommes la région la plus touchée par le Covid. Nous sommes une région des échanges, avec des touristes qui ne sont pas venus cette année, qui ne viendront pas non plus cet été, avec des secteurs qui sont littéralement à l'arrêt. Vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé de l'aide à l'État. Absolument. Un plan d'aide à l'État pour la région. Non, le plan d'aide de l'État, c'est pour les transports. Et c'est là où nous avons évidemment un grand manque à gagner, c'est sur les transports. Et nous avons un rendez-vous avec l'État en juin pour combler le milliard de trous dans la caisse. Jean Castex sera aujourd'hui au Parlement pour un débat avec vote sur les mesures annoncées. Les députés de droite ont déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part à ce vote, estimant que le Parlement est piétiné. On apprend les décisions le soir à la télévision, on nous demande de valider les choses le lendemain sans avoir été consulté. C'est pas ça la démocratie, disent-ils depuis hier soir en substance. Est-ce que vous les soutenez ? Vous soutenez les députés qui ont décidé de ne pas participer à ce vote? D'une manière générale, la concertation avec le gouvernement, elle est vraiment intermittente. Et je pense que le gouvernement n'a toujours pas trouvé le bon mode d'information, de concertation, de gouvernance avec les élus, ni avec l'opposition, ni avec les élus locaux. On apprend les décisions de manière un peu tardive. Vous n'avez pas été consulté ? Vous n'avez pas été consulté ? Alors, paradoxalement, sur cette affaire de fermeture des écoles, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le président de la République parce qu'il a fait un déplacement sur le terrain en Île-de-France il y a quelques jours. Donc, paradoxalement, j'avais pu en parler et avec le Premier ministre et avec le président de la République. Mais c'est le hasard. Ça n'était pas une consultation institutionnelle. Et je comprends la frustration des élus qui ne sont pas à même d'apporter leurs idées. Vous voyez, la région Île-de-France, aujourd'hui, par exemple, sur le décrochage scolaire, elle fait des campagnes de raccrochage avec les élèves, elle les appelle un par un. Toutes ces expériences que nous faisons, équiper les lits hospitaliers d'équipements de réanimation, tout ça, on aimerait le partager. On aimerait dire, regardez, on est allé chercher des fonds européens, on a augmenté de 500 les lits de réanimation dans la région. Mais on ne peut pas leur dire, on n'est pas consulté. Emmanuel Macron n'a rien dit sur la régionale hier. Il a reçu lundi l'avis du conseil de scientifiques qui donne des arguments pour le maintenir en juin, pour les maintenir en juin ou pour les décaler en septembre et s'en remet aux politiques pour trancher. Quel est votre avis? Vous qui êtes candidate à votre réélection, il faut qu'elle se tienne en juin? Les élections, c'est un rendez-vous avec le peuple.
Et donc ce rendez-vous, on ne peut le modifier que pour des motifs impérieux. Là, nous avons un conseil scientifique qui a été saisi de la question d'un deuxième report, deuxième report des élections, et qui a dit que ça n'était pas nécessaire. Mais en revanche, ce qu'a dit le conseil scientifique, c'est qu'il fallait prendre toutes les précautions. Et ce que nous proposerons, nous, les présidents de région, c'est de faire une campagne zéro Covid, c'est-à-dire d'être vraiment dans la protection de nos concitoyens. Mais que ça tienne en juin. Absolument, parce qu'on ne confine pas l'économie, on ne doit pas confiner la démocratie. Allez, dernière question. Vous n'avez pas réagi à la déclaration de candidature à la confirmation de la candidature de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Il me semble que vous n'avez pas réagi. Il est le candidat naturel à droite ? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, le temps des campagnes n'est pas venu. En tout cas, nous sommes complètement dans la gestion de la crise. Vous l'avez vu avec cette question de la fermeture des écoles. Mais un jour, le temps de la campagne de 2022 viendra. Vous n'avez absolument pas répondu à ma question, mais c'est pas grave, sur Xavier Bertrand. Mais alors, j'ai jamais eu une réponse aussi à côté. Mais on prend. Merci Valérie Pécresse et belle journée à vous.